Bonsoir à tous. Bonsoir et merci d'être aussi nombreux et nombreuses pour le premier Merci Simone Club. Donc je vais animer ce débat ce soir. Je m'appelle Julia Pietri. Je voulais remercier The Family de nous avoir prêté le lieu pour ce premier événement. Alors Merci Simone Club, c'est quoi ? On a pour ambition, on aimerait bien faire un débat mensuel, donc que chaque mois on puisse débattre et sortir de nos réseaux sociaux. Ce débat est filmé pour qu'on puisse ensuite le rediffuser, puisqu'on ne veut pas que ce rendez-vous soit réservé uniquement aux Parisiens et aux Parisiennes, et que ce soit un peu un rendez-vous où on peut justement se rencontrer et célébrer la diversité du féminisme. Alors au long de ce débat, vous allez aussi pouvoir poser vos questions en direct via Instagram sur le compte Merci Simone Club. Donc n'hésitez pas, les chroniqueuses qui seront ensuite à côté prendront quelques questions. Bien sûr, on ne pourra pas toutes les poser. J'en profite pour dire, comme c'est le premier événement qu'on cherche des annonceurs et des sponsors pour les prochains, parce qu'on veut vraiment que cet événement reste gratuit. Et donc, du coup, pour le coup, il va falloir réussir à le financer. Donc, si vous travaillez dans le milieu des annonceurs, que vous avez des copines, des frères, des sœurs, des papas, des mamans, n'hésitez pas à faire suivre ce petit message. À chaque fois, dans les débats, il y aura des chroniqueuses permanentes au Merci Simone Club. Ce soir, on aura le plaisir d'accueillir Mathilde et Warda. Et ensuite, on terminera avec la super Julie Bergeton pour son billet d'humour. Mais en attendant, on va accueillir nos deux invités ce soir. Et je vous demande donc d'applaudir Lio et Dora Moutot. Bonsoir Lio, emblématique Lio. Hello, hello, salut tout le monde. Merci d'être présente avec nous pour parler de la cause des femmes. Merci beaucoup de m'avoir invitée. On sait que c'est un sujet qui te tient à cœur depuis longtemps. Bonsoir Dora. Salut. Dora, tu es journaliste, autrice, je dirais même que tu es la philosophe du prout, du caca, du sexe et du féminisme en général aussi. Et tu es la créatrice emblématique de T'as joui. Oui. Donc ce soir, on va parler de notre premier thème. Alors je vais avancer le premier thème. À qui appartient le sexe des femmes ? Parce qu'on sait que le corps féminin pose problème encore. Aujourd'hui, que ce soit sur Instagram où on censure nos tétons, que ce soit dans les manuels scolaires où on n'a pas encore vraiment dans tous les manuels scolaires le clitoris, ou bien encore dans les publicités hyper sexualisées, où l'on représente souvent des femmes dénudées pour vendre de la crème chantilly ou des voitures, les femmes deviendront-elles propriétaires de leur corps ? Donc pour lancer le débat, je vais vous demander d'applaudir Mathilde Doisy, qui va donc venir nous introduire le sujet avec sa chronique « Venons-en aux faits ». Merci Mathilde, tu peux nous rejoindre. Merci, bonsoir à tous et à toutes. À qui appartient le sexe des femmes ? On va tenter de répondre à cette question ce soir. Quand on regarde ce célèbre tableau de Courbet, on a déjà une partie de la réponse, à la culture, soit à tous et à toutes. Parce que depuis le début de l'humanité, tout le monde a trouvé des choses à dire sur le sexe des femmes. Celui-ci fascine, mais il a aussi été un objet d'oppression, de soumission, d'injonction, un objet méconnu et mutilé aussi. Ce travail de sape s'est fait en dents de scie tout au long de l'histoire. Les deux principaux acteurs sont les sciences et les religions. Rappelons-nous par exemple de la vision de saint Augustin, dont la pensée a irrigué la théologie chrétienne pendant des siècles. Pour lui, le sexe des femmes est à l'opposé du divin, car c'est Ève qui a commis le péché originel selon la Bible. Alors, en opposition à Ève la tentatrice, l'idéal chrétien devient celui de la Vierge Marie. On n'est pas loin des images plus laïques, qui durent encore, de la maman et de la putain. Ainsi, dès le départ, la sexualité féminine est fortement corrélée à la procréation, et il ne fait pas bon avoir une sexualité un peu libérée quand on est une femme, si on veut être respecté. Mona Chollet rappelle d'ailleurs très bien, dans son ouvrage « Sorcières », celles qui ont des sexualités considérées comme un peu trop débridées ont pu et peuvent encore être pointées du doigt. Et qu'en disent les sciences ? Déjà, la médecine tarde à s'intéresser au sexe des femmes.
Il n'y a que des hommes à la manœuvre aussi. En ont-ils peur ? Par exemple, Hippocrate ne parle pas du tout des organes génitaux féminins externes dans son corpus. Il faut attendre le IIe siècle après Jésus-Christ pour qu'un médecin donne une description détaillée de la vulve. Par contre, concernant le clitoris, là on s'arrache sa découverte ou sa redécouverte, comme Christophe Colomb pour l'Amérique. D'ailleurs, c'est un Colombo, l'italien Matteo Realdo Colombo, qui clame en 1559 avoir trouvé à quoi sert cet organe. Il n'est dédié rien qu'au plaisir. Mais 2 ans plus tard, Gabriel Fallope, le père des trompes de Fallope, lui conteste cette découverte et l'accuse de plagiat. Lui, il baptise l'organe clitoris. Donc décidément, Fallope a un don pour les noms, car c'est ça qui reste. Là, on pourrait se dire, bingo, bravo les gars, vous avez touché le Graal du doigt. Eh ben non, ne crions pas victoire trop vite. Car avant qu'on découvre la fonction du clitoris, certains médecins pensaient que la jouissance féminine pouvait stimuler la procréation. Alors ils encourageaient les hommes à faire jouir leurs compagnes, et on pouvait même encourager les femmes à se masturber. Ainsi, la Renaissance est un peu l'âge d'or du plaisir féminin et de la masturbation. Comme ce tableau donc, qui s'appelle La Vénus d'Urbain, du Titien, qui a été interprété comme une description de la masturbation féminine. Mais à partir de la découverte de la fonction du clitoris, organe uniquement dédié au plaisir, puis à partir de la compréhension du système reproductif à la fin du XVIIIe siècle, où on comprend que le plaisir n'a rien à voir là-dedans, qu'il s'agit juste d'une fécondation entre un ovule et un spermatozoïde, eh bien, il apparaît aux yeux de la science, puis de tout le monde en fait, que le clitoris est inutile. Alors, les pratiques d'excision se multiplient. N'oublions donc jamais ce chiffre. L'UNICEF estime que 200 millions de filles et de femmes ont subi une forme de mutilation sexuelle génitale. Et côté compréhension du plaisir féminin, on se serait passé aussi de l'intervention du psychanalyste Freud au début du XXe siècle. Pour lui, l'orgasme clitoridien est un orgasme infantile. Pour devenir une femme, il faut savoir jouir pendant la pénétration. S'en suivent donc des décennies d'interrogations. Certaines femmes se demandent pourquoi elles ne ressentent pas ou peu de plaisir pendant la pénétration. On les taxe de frigides. Les magazines féminins, pas du tout féministes à l'époque, s'engouffrent dans la brèche et demandent toujours « êtes-vous vaginale ou clitoridienne ?» Heureusement, il y a une femme qui redécouvre encore le clitoris en 1998. C'est une urologue australienne, Hélène O'Connell, qui en fait une représentation qui inclut des bulbes qu'on croyait jusqu'ici reliés au vagin. Et donc on comprend enfin la méprise. Hélène O'Connell contribue ainsi à rendre plus précise l'anatomie du clitoris, qui finit par être représentée pour la première fois dans un manuel scolaire en France en 2017. Donc c'était il y a 2 ans quand même. C'est tout. Et si les sciences et les religions ont joué un grand rôle dans la définition de la sexualité féminine, il ne faut pas oublier pour autant le rôle que jouent aussi les États, à travers leur législation par exemple. Donc en France, c'est l'Assemblée nationale, le Parlement, qui ont autorisé la contraception à partir de 1967. Et à partir de ce moment-là, c'est une vraie révolution quand même pour la sexualité féminine qui devient enfin décorrélée de la procréation. Mais la contraception, hélas, n'est toujours pas accessible à toutes les filles et les femmes dans le monde. Elle est toujours soumise à des aléas législatifs, donc, et aussi à des instructions religieuses. Et aujourd'hui, il y a encore des tas de personnes qui trouvent des choses à dire et à redire sur le sexe des femmes ou sur la sexualité féminine. Donc ce soir, on va faire le point sur ces injonctions et on va demander à nos 2 invités ce qu'elles en pensent. Merci Mathilde. Bravo Mathilde. Tu peux garder le micro, comme ça il y a le téléphone pour les questions publiques qui est devant toi. Donc c'est vrai que dans ta chronique d'introduction, on voit très bien que c'est toute une culture qui s'articule autour d'un sexe dominant, un sexe dominé, et donc un sexe fort, un sexe faible, paraît-il. Donc ma première question, Lio, est-ce que tu as la sensation, toi, d'appartenir au sexe faible ? Ah non, moi j'appartiens au sexe puissant, à un sexe puissant en tout cas, aussi puissant que l'autre. Moi j'ai rien contre le phallus si le vagin est à côté. Le problème, c'est que le vagin, il est nulle part. Et ça me dérange, ce trou noir, ce mystère. Il n'y a pas de mystère, en fait, il y a une méconnaissance. Moi, mon sexe m'appartient et je l'ai entre les jambes. Et j'aime pas le deuxième sexe. Il y a 2 sexes.
Parce que s'il y a un deuxième sexe, c'est qu'il y a un premier sexe. Et ça me plaît pas. Et c'est pour ça que je n'aime pas les monothéismes, parce que le 1 exclut le 2, on parle tout le temps d'altérité, donc le vagin à côté du phallus, c'est très bien, puis le phallus, on en fait ce qu'on veut, si on a envie, on peut jouer avec, si on n'a pas envie, on le fait pas. Et moi, je voudrais simplement dire que derrière ce sexe des femmes, il y a un utérus, et qu'on parle énormément, et surtout ce monsieur Freud, qui ne m'est pas très sympathique non plus, de cette fameuse envie de pénis des femmes. Moi, je veux bien un peu pour jouer avec, mais en fait, on parle pas de l'envie d'utérus des hommes, parce que moi, je pense que c'est ça, en fait, le problème, le fond de la jalousie, de l'envie, de la non-reconnaissance et donc pas de gratitude. Moi, je pense que c'est ça. Le voile, c'est fait pour tenir le sexe. Le mariage, c'est fait pour tenir la procréation. Et donc, le sexe, comme moyen d'être avec l'autre et de plaisir, n'intéresse pas beaucoup les hommes, et ça devrait nous intéresser, nous, beaucoup plus. Et c'est vrai dans ce que tu dis, d'ailleurs, qu'on peut se dire que si le clitoris, contrairement à l'utérus, on a un énorme retard en termes de recherche médecine sexuelle, mais l'utérus, non. Il y a tellement de recherches justement pour réussir à faire des enfants, à avoir des enfants, alors que le clitoris, lui, c'est un peu le grand oublié. Dora, qu'est-ce que tu en penses, toi? Le sexe, il est politique, justement parce que notre sexe ne sert pas qu'à faire des enfants, mais aujourd'hui, on pourrait penser qu'il ne devrait plus être politique. Comment ça se fait, à ton avis, qu'on est encore en train de ramer? Alors moi, je trouve que c'est un grand mystère, parce que quand même, il y a beaucoup de femmes qui ont dit énormément de choses et qui ont écrit énormément de textes dans les années 70. Il y a déjà eu ce dont on est en train de discuter là. Il y a déjà eu des femmes qui se sont assises et qui ont discuté. Sauf que j'ai l'impression que, bizarrement, rien n'a été traduit, ou presque pas. C'est comme si on avait mis tout ça aux oubliettes. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une génération de femmes qui sont en fait parfois nos mères ou nos grands-mères qui ont coupé le cordon avec en fait cette culture féministe qui a déjà existé et qui en fait ont peut-être, je sais pas comment dire, mais peut-être mal interprété les choses dans le sens où la libération sexuelle, c'est génial, sauf que ça veut pas dire forcément... Enfin, j'ai l'impression que ça a été interprété dans le sens où il a fallu, à ce moment-là, encore plus plaire aux hommes. Je sais pas comment expliquer. Il y a eu toutes ces années 90 où il fallait être mince, où il fallait se raser, où il y a eu je sais pas combien de pubs pour rasoir rose à la télé. Et j'ai l'impression que il y a toute une génération de femmes qui n'ont rien dit, qui se sont en fait... totalement laissé couler. On leur a dit qu'il fallait pas être en colère, que ça c'était un truc de vieille hippie. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça qui pour moi n'ont pas de sens. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, on oublie tout ça et qu'il faille une quatrième vague comme ça qui naisse par Internet. Et on fait que répéter. Moi, ça me tue de devoir répéter des trucs qui ont été dits dans les années 70 et tout le monde est là genre « Oh, ouais, t'as dit un truc de ouf !» Non, je suis un putain de perroquet, les gens. Donc... Oui, c'est vrai que ça fait toujours des allers-retours. Que là, par exemple, le fait que le clitoris ne soit pas dans les manuels scolaires aujourd'hui, alors qu'on en parle quand même depuis plusieurs années, que les schémas ont été oubliés, en médecine contemporaine, on ne l'a pas repris. Donc, c'est vrai, on a notre rôle à jouer, on a la transmission aussi, c'est très important, parce que tout homme, toute femme, ils ont tous une mère. C'est notre point commun, c'est vrai. Et donc, au niveau de la transmission... qu'est-ce que tu penses, toi, Lio? Comment on peut justement changer les choses, nous, dans notre génération? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à transmettre et de ne plus reproduire ce schéma, pour pas que, justement, dans 20 ans, il y a nos petites filles qui reparlent de ça et qui disent « Waouh, mais le clitoris, ça ressemble à ça !» Mais Julia, grâce à quelqu'un comme toi, parce que moi, j'ai découvert le clitoris que je porte autour de mon cou, grâce à toi, grâce au gang du clito. Moi, je savais m'en servir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Mais j'étais loin de penser que c'était ce miracle-là. Et ça, je te le dois. Et par les réseaux, par Gang du Clito, ça a ramené mes filles. Et toi aussi, je dois te dire merci. Parce que cet épisode avec Guillaume que tu as posté dans ta jouie, c'est par Esmeralda, ma fille, que ça m'est revenu. Ben, ça ouvre sacrément la discussion, ça je peux vous dire. Et avec une autre génération qui s'en mêle, et ça c'est formidable. Écoute, moi, ce que je veux dire, c'est que le plaisir, je pense que c'est aussi
être à deux avec soi ou à deux, et c'est un chemin qui peut prendre des années. Mais si on veut arriver au plaisir, il faut d'abord déjà se réapproprier notre propre sexe, savoir comment il fonctionne, et à partir de là, essayer. Mais en fait, il faut s'aimer assez. Et il faut s'aimer. C'est ça. En fait, là, j'ai l'impression qu'un des plus gros problèmes que j'observe avec Tajoui et avec le nombre de messages que m'envoient les femmes, en fait, la lecture que j'ai au final, c'est « je ne m'aime pas ». C'est tout. La plupart des femmes ne s'aiment pas. Elles n'aiment pas leur corps, elles n'aiment pas même leur personnalité. On dirait qu'il y a toujours un truc à changer, à redire. Mais parce qu'on est dans une société on nous a appris à avoir peur, on nous a appris à ne pas nous aimer parce qu'on n'était pas parfaite, parce qu'on avait des poils, parce qu'on avait ceci, etc. aussi. Donc comment on peut réussir à s'aimer justement dans une société qui nous apprend justement à ne pas nous aimer? Il faut en fait, tout passe par la déconstruction, et c'est ce que je disais tout à l'heure à une réalisatrice là, qui filme pour Arte, c'est que finalement les réseaux sociaux ont un rôle hyper important, parce que de la même façon dont les publicitaires nous envoient tout le temps des trucs dans la gueule en nous disant « t'es trop grosse, ta chatte elle est dégueulasse parce que t'as des grandes lèvres, t'as des poils, patati patatère toute la journée » et qu'on te rabâche ça sans arrêt, nous avec le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux, on est là tous les jours à rappeler autre chose, à brainwasher à l'inverse. Et c'est ce brainwashing-là qu'il faut faire pour que les femmes prennent conscience de leur puissance, en fait. C'est vraiment ça. C'est intéressant quand tu dis prennent conscience de leur puissance, parce que j'ai l'impression justement que le sexe qui a été jusqu'à présent, comme tu l'as dit, une arme d'oppression contre nous, aujourd'hui, encore une fois, on retourne la situation et ça devient un outil, comme on dit en ce moment, d'empouvoirment, un outil qui nous donne du pouvoir. Et pour toi, Léo, d'ailleurs, pourquoi justement et comment on peut s'en servir comme un pouvoir? Par quelle voie? Pour moi, c'est juste évident. Enfin, je veux dire, on a la porte du monde entre les cuisses. Enfin, c'est très simple. Notre compétence, c'est de fabriquer de l'humain, du vivant. Et ouais. Mais c'est une compétence énorme. Et même si on s'en sert pas, c'est une compétence. Même si on s'en sert pas, voilà. Attention, hein. Et cette compétence, elle est la nôtre, elle nous appartient. C'est une compétence. Donc c'est une puissance. Oui, et c'est une puissance créative, c'est-à-dire que même si on n'a pas d'enfant et on s'en fout, on a très bien le droit de ne pas en avoir envie. On a le droit de choisir et c'est très bien. Cette puissance-là, en fait, c'est presque une puissance, moi j'ai envie de dire, presque spirituelle. Après on y croit ou on n'y croit pas. Mais je veux dire, pour moi, la jalousie des hommes et la misogynie vient pas de nulle part. Enfin, je veux dire, quand on a la porte du monde entre les jambes, ça fout un peu le seum, hein, j'ai envie de dire. Oui. Alors, quand on représente un peu la porte, par Courbet, Lacan l'achète et le cache, et ne le fait voir qu'à certains invités triés sur le volet des hommes. Et justement, la quatrième vague, en tout cas ce qu'on est en train de vivre actuellement, alors avant, il y avait la revendication de disposer de son corps, justement disposer le fait de pouvoir avorter ou non, etc. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment le droit de jouir qui est revendiqué. C'est-à-dire, et pourtant ça ne peut pas être légiféré, donc c'est pour ça que je vous pose la question, c'est quelque chose qui est culturel, que nous devons nous-mêmes imposer, que nous devons nous-mêmes transmettre, ce droit de jouir. Parce que nous, c'était souvent une femme honnête ne jouit pas, bien sûr, la mère ou la putain, etc. Et là, c'est vraiment un élan, et moi c'est ce que je trouve sur Gang du Clito, que tu dois aussi avoir sur Tajoui, voilà, la revendication, le droit de jouir. C'est quand même dingue qu'en 2019, on soit encore en train de revendiquer ça, alors que l'excision date depuis la nuit des temps. Et comment vous pouvez expliquer... moi, j'arrive pas à trouver de réponse. C'est-à-dire que je me dis, même moi en tant que féministe, c'est des choses que j'ai du mal des fois à assumer, si je vais être honnête. C'est pas quelque chose qui est facile. Non, c'est hallucinant, en fait. Moi, quand j'ai eu le succès de Tajoui, je me suis dit, mais c'est quoi en fait, j'ai été presque dégoûtée que ça marche aussi bien, dans le sens où, putain, on en est encore là, je parle pas que de moi, je parle à 500, presque la moitié d'1 million de femmes qui suivent et qui pensent toutes la même chose. Mais what the fuck, en fait? What the fuck? C'est ça le vrai truc, ça m'a mis en colère, en fait, beaucoup plus en colère que ce que j'étais à la base. Donc moi aussi, je comprends pas qu'on en soit encore à ce niveau-là, je comprends même pas que ce soit encore un débat, je veux plus que ce soit un débat. Moi, je veux qu'on se dise, dans 2 ans, Gang du Clito, Tajoui, c'est bon, on unfollow. Tac. Oui, c'est ça, et on passe à autre chose. Voilà. On passe à autre chose. Il faut que tout le monde connaisse un petit peu à quoi ressemble son clitoris. Mathilde, est-ce qu'on a des questions du public? Non, je ne crois pas. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. On sait qu'on n'en a pas, en tout cas n'hésitez pas.
J'avais justement une question sur une bataille de l'intime. Parce qu'en fait, on est en train de parler de quoi ? Ok, on a parlé tout à l'heure de notre sexe, mais finalement, aujourd'hui, la révolution, c'est beaucoup les poils, mais aussi on en est encore à dédiaboliser les règles, on en est encore à dédiaboliser nos vulves. Donc c'est vraiment une bataille de l'intime, en fait. C'est-à-dire qu'on nous a dépossédés, mais jusqu'à notre propre intimité. Oui. Et la question, c'est que notre intimité, pourtant, c'est avec qui ? C'est avec des gens de confiance, c'est avec des gens qui nous aiment. Alors c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, c'est une barrière qui est assez dure, plus qu'une loi, parce que quand on a l'État et qu'on veut se battre contre l'État, c'est un peu plus facile, mais quand en fait il faut se battre contre qui ? Nos mecs, nos frères, nos amis. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est du coup quelque chose qui est, moi la première, et on en a déjà parlé, Dora, on peut dire des choses, on peut revendiquer des choses, mais finalement aujourd'hui tout se passe dans le faire, dans ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire arriver à ce qui se passe beaucoup, remettre en place quelqu'un qui n'a pas eu... ou même dans notre couple, ou même dans notre famille. Et donc je voulais savoir, vous, est-ce que vous arrivez à faire... Et si vous y arrivez, comment, justement, vous mettez en place ces nouveaux mécanismes, ces nouveaux codes ? Est-ce que vous avez des conseils ? Parce que ça, c'est des questions qu'on a beaucoup, en tout cas, sur les comptes. Mais comment faire ? C'est très subtil et extrêmement compliqué parce qu'effectivement, on peut pas... Enfin, ça se passe, voilà, comme tu dis, dans l'intime, face à des gens qui sont censés nous aimer et qui sont censés, justement, bien agir. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le choix aujourd'hui, en tant que femme, faut qu'on soit des enseignantes, des professeurs. Et ça fait putain de chier. Parce que t'es là à lui expliquer, t'as l'impression d'être sa daronne au lit, et t'es là, mais en fait, moi, j'ai pas signé pour être prof des écoles, les gens. Enfin, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Donc on en est là. Il faut passer par là. Moi, j'ai envie de dire, peut-être que je fais staff pour que d'autres filles, dans 10 ans, n'aient pas à le faire, parce que peut-être que le message va passer. J'ai l'impression que c'est dur, parce qu'il faut à la fois être assez gentil pour que les messages passent doucement, pour que monsieur veuille bien comprendre et qu'il ne se sente pas agressé. Et en même temps, des fois... je sais plus quoi. Est-ce qu'il faut hurler dessus ? Est-ce qu'il faut leur mettre la chatte en pleine gueule et dire mais c'est là, putain ? Oui, parce que c'est ça, c'est qu'il y a une sorte, et c'est toi qui m'en as parlé, Léo, de contre-révolution. Et j'aimerais bien que tu me touches quelques mots parce que, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que justement, on libère la parole, donc les femmes parlent, mais parce que les femmes parlent, ça devient dangereux et justement, les violences augmentent, les violences conjugales augmentent. Donc, toi, Léo, tu m'en as parlé, tu me dis, j'ai la sensation vraiment que la contre-révolution arrive. Elle est toujours là. De toute façon, la révolution des femmes, c'est la plus grande et la plus puissante. Et toute révolution appelle des contre-révolutions. C'est ainsi que va ce monde. Moi, tout ce que j'ai à dire là, j'avoue que j'ai eu une vie sexuelle désastreuse et que personnellement, j'ai arrêté totalement depuis maintenant 7 ans. Et je trouve ça génial de le dire. Parce que j'ai pas envie de ça. Parce que j'ai fait une constatation qui m'a brisé le cœur. C'est de constater qu'ils ne nous aiment pas. Mm-hmm. Ils ne nous aiment vraiment pas. Moi, je croyais que ce que j'avais rencontré, c'était des exceptions. Ah non. Mais en fait, non. Et ça m'a brisé le cœur. Ouais, mais ça fait très mal. Ça fait très très mal. En fait, voilà, pourtant je suis plus jeune, j'ai 32 ans et j'en arrive au même constat. C'est genre, en fait, on dit, oui, vous êtes des féminazis, nanana, mais en fait, il y a un moment, non. Vous les hommes, la plupart des hommes n'aiment pas profondément les femmes. Alors moi j'en suis à me demander, est-ce que les hommes n'ont pas la fréquence amour dans leur tête ? Enfin je me demande si biologiquement il n'y a pas un truc à faire là. Enfin je sais pas s'il faut les biohacker. Enfin je suis très extrême dans ce que je dis, mais il y a juste un moment j'ai l'impression qu'il y a une fréquence d'amour qui est l'amour véritable, profond, où il y a un respect deep qui en fait manque, et moi ça me rend folle de colère, et je pense qu'à un moment il faut laisser la colère sortir. De reconnaissance, en fait on manque de reconnaissance, et si on n'a pas cette reconnaissance, on n'aura jamais la gratitude, parce que ça vient avec, on est reconnaissant, donc on exprime une gratitude, la gratitude c'est de l'amour, voilà. Alors je dis pas que c'est inexistant, mais
J'avoue, je suis un peu plus. Je suis pas aussi radicale que vous. Surtout sur la question des hommes, je trouve que surtout les nouvelles générations, en tout cas, voilà. Il y a vraiment une barrière. Il y a beaucoup d'alliés chez les hommes. Oui. Et que c'est moi voilà. Non, mais je vais prendre la défense des hommes peut-être, mais je trouve que les attaque pas. Non, mais quand tu dis j'ai l'impression qu'aucun homme ne nous aime. Non, c'est que nous-mêmes, les femmes, on ne savait pas s'aimer et que forcément, si nous, on n'apprenait pas, comme on l'a dit tout à l'heure, à nous aimer, c'est vrai qu'on est le miroir et que c'est difficile aussi pour eux de comprendre vraiment certaines choses. Après, il y a des connards. On ne peut pas s'aimer ex nihilo, on s'aime par rapport les uns les autres, non ? Aussi. Donc si on n'a pas un regard aimant, c'est très difficile de se sentir aimable. Oui, bien sûr, mais comme c'est aussi un conditionnement qui fait qu'on attend des hommes qui soient alpha, qu'on attend des hommes qui soient virils, comme nous, on attendait de nous. Viril, c'est normal. Si on attend des hommes qu'ils soient virils, c'est normal. Ça n'empêche pas qu'on adore les homos aussi. Tout le monde a son choix. Mais c'est pas une chose idiote, si ? Non. Un peu. Moi, je pense que alors j'étais sûre que j'en aurais une. C'est pour ça que j'ai arrêté. Une ou deux ou trois ou quatre ou cinq. On arrive dans le débat. Écoute, moi, ce que je pense, c'est qu'on est sexué. Après, ce que la culture, ce qu'une société fait avec notre représentation, c'est autre chose. Mais oui. Moi, ce que j'aime pas, c'est le machisme. La virilité ne me dérange pas. Ah oui, peut-être. Alors, c'est que j'ai pas été regardée au dictionnaire. D'accord, masculinité, si tu veux. Mais pour moi, la masculinité, il y a de la testostérone. Mais elle est multiple, oui. Mais ça peut aussi s'exprimer par de la virilité. C'est pas non plus grave. C'est ça que je veux dire. J'aime bien que ça s'exprime par multiples façons, dont aussi la virilité. Et moi, j'aime que la féminité s'exprime de multiples façons, et aussi fémininement. Pourquoi pas ? On va juste couper le débat pour introduire une nouvelle chronique qui est présentée par Warda Sadoudi, qui s'intitule « Ils sont pas timides ». Donc je vous demande d'accueillir Warda, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc pourquoi ils sont pas timides ? Je voudrais rendre hommage à ma meilleure amie depuis 1983 qui adore cette expression et ma cousine née le même jour que moi. Ils sont pas timides. Il y a beaucoup de gens qui sont pas timides au quotidien et en particulier nos hommes politiques. J'ai fait quelques post-it pour... voilà. Par exemple, en Alabama, il y a une loi qui vient d'être adoptée, la plus restrictive des USA, l'objectif étant de la faire passer à la Cour suprême pour faire en sorte de remettre en cause l'IVG qui est votée aux États-Unis depuis 1973. Donc vous voyez bien que les conservateurs, on va dire, américains, sont vraiment pas timides. Donc ensuite, on peut parler de Monaco, donc un joli rocher un peu riche. Il faut savoir que la dépénalisation de l'IVG, elle est très très récente. Donc pour dire qu'ils sont pas timides, dépénaliser mais pas légaliser. Ça veut dire que les femmes maintenant pourront avorter, mais dans un autre pays. C'est vrai qu'elles ont souvent les moyens là-bas de prendre un hélicoptère, mais quand même. Et leurs médecins, dorénavant, pourront les conseiller pour l'IVG et risqueront plus 5 à 10 ans de prison. Donc quand même, on voit que même dans un pays très riche, plutôt catho, voilà, il vaut mieux partir à l'étranger pour se faire avorter. Ensuite, donc aussi au Canada, ils ne sont pas timides. Dans un des États, les Maritimes, je pense, ils ont restreint l'IVG, une clinique privée a été fermée. Et aujourd'hui, on est en plein de campagne fédérale. Trudeau, qui était plutôt pro-vie, a évolué sur le sujet. Depuis 2011, à l'époque, il était pro-vie, donc contre l'IVG. Aujourd'hui, il dit qu'en tant qu'homme, c'est pas à lui de décider pour une femme. Donc c'est pas mal. Sauf que le seul sujet aujourd'hui des hommes politiques et des conservateurs au Canada, c'est l'IVG pour les femmes. Il n'y a pas d'autres sujets comme l'égalité salariale, comme contre les violences contre les femmes. Donc aussi au Canada, ils sont pas timides non plus. Ils sont pas timides. Ils sont pas timides. Eh oui, il y a beaucoup de gens pas timides au quotidien qui nous saoulent, mais les politiques, ils sont quand même pas timides, et en particulier les hommes politiques. Donc, et là, on fait un retour vers le passé. 1971, ces femmes, elles risquent la prison. Donc, à l'initiative de Simone de Beauvoir, en 1971, l'appel des 343, que Charlie Hebdo a sympathiquement renommé l'appel des 343 salopes. Donc, voilà. L'idée, c'était des femmes qui assumaient
connus ou inconnus, donc dont Simone Veil, dont plein de stars de cinéma de l'époque, des intellectuels, d'avoir avorté. Et donc ça a été un élément précurseur dans la société française pour faire évoluer la question et poser la question de l'avortement dans la société civile. Et évidemment, il y a eu le procès de Bobigny, etc. Mais bon, je ne vais pas en parler pendant X temps. Et pour dire que le courage de ces femmes, que ce soit Catherine Deneuve... Après, je ne les connais pas toutes, mais bon, il y a leurs photos. Là, parle bien dans le micro, ma belle. Voilà, donc pour dire que ces femmes, elles ont ouvert la voie pour une certaine Simone Veil, qui a promulgué une loi en 1974 pour nous permettre à toutes d'avoir accès à l'IVG. Et donc là, on fait un petit retour vers le futur, retour vers le passé. On prend un petit avion et on va direction le Maroc. Donc au Maroc, il y a aussi un appel qui a été lancé. Et comme les Françaises en 1971, les Marocaines se disent hors la loi. Donc il faut savoir qu'au Maroc, une relation hors mariage, un rapport sexuel hors mariage, un adultère est passible de plusieurs années de prison. Il y a 14 503 personnes qui ont été condamnées, principalement des femmes. Et c'est l'article 490 sur les relations sexuelles du Code pénal marocain. Donc pourquoi ces femmes se sont mobilisées pour dire non, pour dire qu'elles étaient hors la loi et dire stop, on va dire, parce qu'elles vivent l'amour au quotidien, elles veulent être libres de disposer de leur corps, puisqu'il y a eu une grosse polémique au Maroc. Il y a une jeune femme qui a été arrêtée. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de dire qu'en France, il y a à peu près 600 avortements jour. Au Maroc, on estime, selon les associations, entre 600 et 800 avortements clandestins, ce qui génère aussi beaucoup de difficultés au Maroc pour les femmes, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont obligées d'abandonner leurs enfants, puisqu'ils n'ont pas de légalité, ils ont des difficultés à avoir des papiers, d'être scolarisés. C'est pour ça que dans certains pays, on peut retrouver des enfants dans la rue, et ça, c'est en raison de l'avortement, en raison de la non-reconnaissance de ces enfants. Donc les féministes travaillent énormément là-dessus, elles ont fait évoluer les choses au Maroc, mais ça reste encore très tabou d'avoir un enfant hors mariage. C'est la slide. Pardon. Voilà. Et donc, pourquoi ces femmes ont réagi et appelé et fait cet appel hors la loi? C'est à cause de cette femme qui s'appelle Hajar Ressouni. C'est une journaliste qui est issue d'une famille très conservatrice. Donc, sa famille sont plutôt contre le gouvernement en place. C'est, on peut dire, entre guillemets, des islamistes. Hein, voilà. Et elle était dans une clinique où elle dit avoir eu une hémorragie interne. Elle a subi un test vaginal. On a récupéré les déchets médicaux. On a arrêté toute l'équipe médicale, ainsi que cette femme qui a été emprisonnée et condamnée à 1 an de prison, ainsi que toute l'équipe médicale. Donc pour certains, c'est un procès politique. Pour d'autres, c'est des lois liberticides qui remettent en cause la place des femmes au Maroc. Donc c'est important de dire que toutes ces Marocaines féministes qui sont et dans le monde entier qui ont fait cet appel ont été solidaires de cette femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est plutôt conservatrice. Elle est plutôt pour des lois voilà, qui restreignent le droit des femmes, mais ces femmes, elles sont mises debout derrière elle, à travers le monde, pour défendre ses droits. Et donc elle est sortie de prison, parce qu'elle a été graciée par le roi du Maroc, qui dit que vu qu'elle est fiancée avec le jeune homme qui l'aurait mis peut-être enceinte puisqu'elle n'a pas avorté, elle a fait une hémorragie interne. Donc voilà, même si le test est positif, puisqu'elle a été auscultée pour ça. Aujourd'hui au Maroc, depuis 2012, on parle de l'IVG, c'est un vrai sujet. Et donc dans le monde entier, on peut dire, l'IVG par exemple au Portugal, il a été voté qu'en 2007. Donc il y a 26 pays qui autorisent l'avortement, sans contrainte. Ensuite, on peut... Donc 39 qui autorisent seulement si la mère est en danger, dans le monde, hein, on peut le dire. Ensuite, vous avez 56 pays en cas de danger pour la mère, en cas de viol, d'inceste, de malformation pour le fœtus. On a eu des histoires au Brésil où il y avait une gamine qui voulait avorter. Ça avait fait une grosse polémique au Brésil. Et il y a 14 sur critères sociaux. Donc les critères sociaux peuvent varier. Vous avez de l'argent, pas d'argent, etc. Donc voilà. Et 67 où il y a une restriction totale. Ça veut dire que les femmes n'ont pas le droit d'avorter du tout et elles avortent de façon clandestine. Donc ce qu'il faut dire, c'est que moi la question que j'aimerais poser à nos invités, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui, nous, femmes françaises, le pays où l'avortement est le plus accessible
et on sait les difficultés que certaines femmes en France peuvent avoir pour avorter. On est le pays numéro 1 dans le monde dans l'accès à l'IVG. Donc est-ce que on est conscient de ça, nous, en tant que femmes, de ce droit qu'on a acquis grâce aux luttes des 343, grâce à Simone Veil, grâce à Gisèle Halimi? Est-ce qu'on a conscience chaque jour qu'en France, on a accès à la contraception et à l'IVG? Non, clairement pas. On n'a pas beaucoup de gratitude pour le travail qu'ont fait les femmes avant. Et quand j'entends encore des filles qui me disent « Non, mais moi, je veux pas dire, je suis pas féministe, hein, mais nanana », ben écoute ma fille, si t'es pas féministe, ben porte pas de pantalon, parce qu'il y a des meufs qui se sont battues pour qu'on puisse porter des pantalons. Si t'es pas féministe, et ben n'achète pas d'appartement, parce que sinon ben t'aurais pas le droit s'il y avait pas des meufs qui s'étaient battues pour le droit à la propriété. Et ça aussi, et je pense effectivement que il manque une culture féministe en fait dans l'éducation nationale. Enfin en fait à l'école, enfin ça on nous devrait nous rabâcher la tête. On devrait sortir. Enfin moi je me rappelle de Clovis et je sais pas ça, donc enfin je veux dire il y a un problème. Hein. Oui, c'est vrai que Clovis, on nous a pas mal bassiné. Hein. Ouais, Clovis. Il nous a saoulés celui-là. Oui, c'est gravé, machin. C'est vrai, ça. C'est à très juste titre, il nous manque une éducation féministe, puisque finalement, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à la transmission, c'est pas, il n'y a pas qu'un rôle dans la famille, il n'y a pas qu'un rôle dans l'intimité, il y a aussi un rôle à jouer dans les États, dans nos États. J'avais justement une petite question comme ça. Comme on parle de féminisme, c'est quoi, en un mot pour vous, justement, qu'est-ce que c'est qu'être féministe? Puisqu'aujourd'hui, il y a quand même le débat encore sur « bah non, je ne suis pas féministe, bah si, moi je le suis ». Il y a des gens qui... C'est encore difficile des fois d'affirmer le fait d'être féministe, alors que finalement, c'est quelque chose qui... Bah, moi, je n'ai pas envie de me considérer comme justement un sexe dominé, donc je ne vois pas pourquoi je ne serais pas féministe. Quelle est votre définition, quelle est votre propre définition à vous? Moi, je suis... Oui, c'est celui-là qui ne marche pas. Non. Pour une chanteuse, ça la fout mal de ne pas savoir allumer un micro, je ne voudrais pas dire. Mais franchement, je ne sais pas ce qu'il a. Je n'ai pas trouvé le bouton. Certains ne trouvent pas le clitoris. Moi, je n'ai pas trouvé le bouton du micro. C'est très phallique. Hein. Oui, c'est très, très phallique, mais c'est les hommes qui l'ont inventé. Moi, j'aurais fait une vulve. Ouais. C'est tout. Mais je me sens pas de place assez grande pour moi, excusez-moi, et pour toutes les femmes que je vois. Je me rends compte que je dois toujours me battre deux fois plus, que j'ai toujours 2 fois plus de travail, que je suis insultée facilement 2 fois plus, que si je réagis, je suis une hystérique, que si je l'ouvre, je suis une caractérielle, alors que les hommes, ils sont juste... super viril. C'est vrai, toi, donc Lio, que voilà pourquoi je suis féministe. Je n'aime pas les istes, je n'aime pas les ismes. Je préfère être simplement une femme à l'aise ici avec tout le monde. Et toi, tu as eu le courage de toujours parler d'ailleurs, même quand c'était pas forcément à la mode de parler de féminisme. Et c'était toujours la première. C'est pas une question de mode. Moi, je me sens féministe depuis tout le temps et j'ai tellement de reconnaissance pour les femmes avant moi, pour ma mère déjà. J'aime profondément ma mère, même si je me prends la tête avec elle et que je trouve que franchement, des fois, elle n'a pas été à la hauteur. Moi non plus. C'est comme ça. Et je l'aime, ma mère. Voilà. Et je sais que le premier endroit de ce monde que j'ai connu, c'est un vagin. Et il était chouette, ce vagin. Je l'ai aimé. Donc je suis féministe parce que j'ai pas une place simple. Et j'aimerais tellement. Et je suis féministe parce que j'ai fait 6 enfants, dont 4 filles, et que j'ai envie qu'elles soient jouissantes, joyeuses, à l'aise, bien ici dans leur pompe. Voilà pourquoi je suis féministe. Merci, Lio. J'avais envie de poser une question justement sur, dans le féminisme actuel, il y a beaucoup de nouveaux débats ou de débats qui sont plus en avant que d'autres, surtout la remise en question de la binarité. Et il y a un très beau texte de toi, Dora, qui parle justement de ça. C'est un texte le titre c'est L'art d'être une femme, c'est ça. Et ça m'avait beaucoup touchée. Et tu commençais par dire qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Est-ce qu'être une femme, c'est d'avoir un sexe de femme? Est-ce biologique?
Est-ce une construction culturelle? Est-ce spirituelle? Est-ce qu'on peut avoir une âme de femme? Et voilà, tu continuais comme ça avec des très beaux textes et tu terminais par dire « Et dans un même temps, nous vivons une révolution du genre où l'on peut transitionner du masculin au féminin et vice-versa. Alors dans un monde où les femmes réclament leurs droits, dans un monde où l'on peut changer de sexe, que veut vraiment profondément dire être une femme ?» Et je trouve que c'était très très beau. Est-ce que tu peux justement développer un peu ta pensée? Moi, c'est une question que je me pose tous les jours. Ça veut dire quoi être une femme? En quoi je me sens femme? Est-ce que je me sens être une femme? Je ne sais même pas si je me sens être une femme. J'ai l'impression que je suis un humain avec une âme. Et pour moi, être une femme aujourd'hui, c'est que de la contrainte. Enfin, pour moi, être une femme, c'est tout ce qu'on m'envoie dans la gueule qui fait que je ne suis pas quelqu'un de libre, en fait. Être une femme, aujourd'hui, c'est ça, parce que je ne sais pas trop ce que c'est, parce que je me rends bien compte qu'il y a des femmes qui sont très différentes de moi, qui ont des goûts différents de moi. Enfin, je comprends pas très bien ce que c'est qu'être une femme, et j'ai l'impression que souvent, on passe à côté du débat, parce que le vrai débat, c'est peut-être ça. Est-ce que ça existe être une femme? Est-ce que ça existe être un homme? Et dans ce cas-là, comment on transitionne de sexe? Comment on s'affirme? Comment on a le culot de dire qu'on est une femme ou un homme lorsque, si c'est que de la contrainte, enfin je sais pas, en fait je suis embrouillée moi-même dans cette pensée qui est pas claire, que personne définit très clairement, et du coup dans tous ces... Enfin, on parle beaucoup de genre et de transition, et moi ça me pose énormément de questionnements auxquels j'ai pas de réponse. Quand il y a des hommes qui deviennent des femmes, officiellement, publiquement, sur leur carte d'identité, je me demande ce que ça veut dire pour eux d'être une femme. Parce que si moi-même, je ne sais pas ce que c'est, si les femmes ne sont pas capables de dire ce que c'est qu'être une femme, est-ce que des gens en transition peuvent, eux, le dire? Enfin, moi, ça me pose énormément de questions qui sont extrêmement tabous. Et je suis quelqu'un de tabou sur ce type de sujet, parce qu'il y a des sujets auxquels on ne peut pas toucher, parce que la bien-pensance de gauche fait qu'on ne peut plus dire grand-chose, même si je suis de gauche. Donc, voilà. Pour moi, il y a un sujet... sensible, tabou, qui touche même à la spiritualité, parce que dans ce cas-là, si on devient une femme, si on s'incarne en tant que femme et que on devient une femme dans le ventre de sa mère, et que quand on passe la porte de la vie, on a un sexe de femme, enfin qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, voilà. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, je pose les mêmes questions, et je pense que beaucoup de monde aussi se pose ces mêmes questions, parce qu'on est en train de réinventer. En fait, la société n'est pas prête, et on doit réinventer. C'est pas, on veut changer de code et on sait quels sont les nouveaux. On est en train, justement, de créer des nouveaux codes, de réinventer des nouveaux codes, et ils sont pas là encore. En fait, il faut les discuter, et je pense qu'on manque de discussion. Je vois qu'on part directement, même dans le milieu féministe, on part directement dans l'agression. Tu vas avoir les pro-prostitution, les anti-prostitution, et là, bim, 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 et que je te dis, t'es une grosse pute, et t'es une grosse salope, et puis en fait, toi, t'es pas féministe, moi, je suis féministe. Allez, est-ce qu'on peut juste discuter? Est-ce qu'on peut faire avancer le débat? Peut-être que j'ai tort, peut-être que oui, je vais m'asseoir un moment et dire, tu sais quoi, je me suis trompée, j'ai cru un truc, et maintenant je crois autre chose. On peut changer aussi, c'est-à-dire on peut changer, on peut évoluer dans sa pensée, et puis même de pas être d'accord, c'est pas grave en fait. Moi, je veux bien proposer une base de débat qui est que le réel doit avoir lieu. Après, on décide de notre réel, mais par exemple, je ne sais pas si vous êtes très enclin à adorer le transhumanisme. Moi, je trouve qu'on n'est même pas encore humain. C'est vrai. Donc, je ne comprends pas très bien. Alors après, pour ce débat de sexe, je vais vous poser une question. Conchita Wurst, il est belle, elle est beau, il ou elle est beau. C'est idiot, non, tout ça? Je pense que quand même, on est, d'une certaine manière. Après, on décide. Mais je pense que le réel a lieu et que c'est bien de se pencher dessus sans peur, et sans peur d'être rétrograde. Et un sexe de femme, il y a un utérus derrière. L'homme, c'est une gonade, c'est une monade, c'est un dieu, c'est un. La femme, c'est le corps, c'est l'accueil, c'est le deux. Alors, tu aimes la spiritualité, moi j'aime aussi. Et la numérologie, mais de la Kabbale. Alors, on parle d'altérité. L'altérité demande au moins deux, non? Donc, moi, dans cette compétence, ce que je voudrais aller au-delà, c'est, pour moi, il n'y a pas de mystère. Et je veux vraiment dire ça.
Je ne suis pas en train de parler de la mère catholique, je ne suis pas en train de parler de la mère mariée, je ne suis pas en train de parler de devoir être mère et que c'est bien d'être mère. Je dis que c'est une puissance et une compétence que les femmes ont dans leur utérus. Et que ça dit quelque chose que je trouve formidable parce que le corps m'intéresse, parce que le corps est toujours mis sous contrainte et vraiment maltraité par les religions. Toutes les religions monothéistes, toutes, sacrifient le corps, ne veulent pas du corps. Le corps, c'est notre manière d'être à ce monde. Et de prendre nos sens, nous permettre de le saisir. Après, on réfléchit à tout ça. Mais c'est important, un corps aussi. Et notre corps, il est fait pour rejeter les corps étrangers. Si nous n'accouchions que de filles, et les garçons, chier des garçons, peut-être que tout serait bien dans le meilleur des mondes, mais nous accueillons nos semblables et nos différents. C'est fort, ça. On l'expulse pas, dis-moi. On le garde et on lui donne le meilleur de nous-mêmes, à l'insu de notre plein gré, c'est-à-dire tous nos sels minéraux, nos vitamines, on perd nos cheveux, on est fatigué, on est malade, on a les jambes qui gonflent. C'est pour ça que je porte des hugs. Je sais que les hommes n'aiment pas les hugs, mais qu'est-ce que j'aime les hugs. Et ça, c'est magnifique, on donne l'amour, non ? Spirituellement, l'amour, c'est quoi ? C'est donner le meilleur de soi-même, sans savoir ce qui va sortir. Avant que les hommes ne s'introduisent dans notre utérus qui était bien à nous par les échographies, on ne savait pas ce qui allait arriver. Et quand même, on donnait tout notre amour à l'insu de notre plein gré avant qu'il apparaisse. Et après se passe encore autre chose. Un autre réel doit avoir lieu. Et là, la culture, la domination, le machin, le truc, tout ça arrive. Et même avant, on fait avec parce que nous créons tout ça. Mais simplement vivre ensemble, en se respectant l'un l'autre, le sexe de l'un l'autre, c'est marrant. Moi, je connais super bien le sexe des hommes. Combien de fois je les ai léchés, hein ? Je les ai regardés de très près, je les ai branlés, et j'ai avalé. Combien d'hommes connaissent le sexe des femmes ? Et combien d'hommes ça les intéresse gentiment d'y aller ? Allez, je vais te faire plaisir. Tu le mérites bien. Ils disent la même chose quand ils nous foutent une baffe. Hein. C'est pour rire. Merci beaucoup, Lio. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être ? Parce qu'on allait passer à l'interview basique, mais je te sentais prête. Non. Je pense qu'il y a quelque chose de très vrai dans cette idée de réel et de revenir à la biologie. Je sais que c'est assez mais tabou. Pas d'y rester, la dépasser ensuite. Oui, la dépasser ensuite. Accepter le réel. Oui, accepter le réel. Et y penser un peu. Tout à fait. C'est s'humaniser. Mais tout à fait. Et j'ai l'impression qu'on est tellement dans... On regarde tellement ce qui est culturel, pas culturel, qu'on a complètement basculé là-dedans. Et il y a un moment, effectivement, comme tu dis, on est incarné dans un corps. Voilà, exactement. L'air pour tous et pouvoir partager là-dessus. S'ancrer davantage dans le réel. Oui. De notre puissance. Notre puissance. Et on doit s'aimer. Aimez-nous. Alors... Du coup, avec ces belles paroles pleines d'amour, on va justement parler un petit peu d'intimité avec cette interview du Merci Simone Club qui s'appelle l'interview basique, c'est-à-dire que c'est des questions simples qu'on reposera à toutes les invitées. Et justement, la première, c'est la date la plus importante dans ta vie de femme. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, j'attends un peu ta réponse. Le jour où je suis née. Le jour où tu es née, c'est beau ça. Et toi, Dora, quel est le jour, en tout cas la date la plus importante dans ta vie de femme jusqu'à présent ? Franchement, je ne sais pas. Je crois qu'il n'est pas arrivé. Je crois que le jour n'est pas arrivé. J'attends. Il n'est pas arrivé. Ta réponse. C'est pas arrivé. Non, c'est une belle réponse. Et bien, il va arriver. J'espère. Je ne sais pas ce que ça va être. Je vous tiendrai au courant. Une femme qui a compté et qui vous a inspiré dans votre vie. Et on attend tellement. Je peux citer en vrac Simone Veil, Frida Kahlo, Marie Curie, Alexandra David-Néel, Marina Tsatseveya. Cette femme que je viens de découvrir, on fête les 100 ans. J'ai retenu que son prénom, Sofia. Elle est une poétesse portugaise.
J'aime pas quand elle lit ses poèmes parce que vraiment, elle déclame comme ça. Mais ce qu'elle écrit, c'est d'une beauté, c'est une merveille. Toutes les femmes m'inspirent. En fait, j'adore les femmes, vraiment, beaucoup. Toutes les femmes t'inspirent, chouette. Moi, je dirais une des femmes qui m'a le plus inspirée et qui a été un déclic pour moi quand j'étais adolescente, c'est Virginie Despentes. Sa rage. Le côté où elle est tellement puissante, elle a osé dire avant tout le monde ce qui devait être dit. Je remercie mon père dans la salle qui m'a laissé acheter Baise-moi quand j'avais 15 ans. Merci. Voilà, Merci, qui m'a laissé acheter ça à la FNAC. En me disant, ok, si tu veux lire ça, lis ça. Donc, une certaine ouverture. Donc, non, Virginie Despentes. Et puis, ma grand-mère qui m'a toujours éduquée dans la joie et dans l'optimisme. Et même si elle a un aspect très traditionnel, dans le fond d'elle-même, elle porte cette puissance féminine et cette bienveillance féminine qu'on ne retrouve pas chez les hommes. D'accord. Justement, Dora, s'il y a un message aux hommes, quel serait ton message pour les hommes? On se réveille. Non, en fait, le message, c'est on se réveille, sinon faites attention. Voilà. Je dis juste. Be careful. Et toi, Liu, est-ce que tu as un message justement pour les hommes? On se réveille pour mieux s'aimer. On se réveille pour mieux s'aimer. Voilà. Et au-delà de parler aux hommes, quel est votre message pour les générations futures, justement? Ça, je trouve que c'est important. Ouais. Les jeunes, justement, qui nous suivent sur Instagram, les jeunes qui arrivent, qui grandissent, qui commencent à se construire, quel est votre message que vous aimeriez passer? Soyez meilleurs que nous. Réveillez-vous plus vite que nous, parce que moi j'ai l'impression que j'ai eu un éveil, finalement, ça s'est passé à 25 ans et plus. J'ai été complètement manipulée jusqu'à mes 25 ans. J'aurais bien aimé, adolescente, réagir plus vite. Ne pas souffrir autant aussi, tout simplement ne pas souffrir autant. Et puis moi mon message, c'est vraiment d'oser, de ne pas avoir peur d'être en colère, parce qu'en fait, on a le droit d'être en colère après quand on voit tous ces chiffres. Enfin, en fait, faut être une folle dingue pour pas être en colère. En fait, faut avoir fait du yoga pendant 200 ans. Enfin, je comprends pas bien en fait. Donc voilà. Merci. La rage de Dora. Oui, j'adore. Et toi, Liu, est-ce que tu as justement un message pour les nouvelles générations? Quel serait ton message? Osez demander et camper sur vos positions. Soyez fortes et ensemble, n'oubliez pas. Je trouve qu'on est tellement plus forts ensemble. C'est ça que je voudrais vous dire. Connectez-vous vraiment, mais aussi dans la rue. Et aussi tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose à faire pour être quelqu'un et pour être la femme qu'on veut être et partager ça. C'est ça que je voudrais. J'y crois quand je vois des filles comme ça. J'y crois à fond. Moi, je veux bien rajouter quelque chose. Parce que j'ai l'impression d'être une potiche de... Ma chérie, Excusez-moi. Non, ce qu'il faut dire, c'est essayer de vous libérer des pressions visibles et invisibles. J'aime bien répéter tout le temps les mêmes choses. Pour réfléchir, est-ce que je fais ça pour moi ou pour quelqu'un? Et est-ce que ça me rend heureux? Et c'est comme ça que nous, les femmes, avec les hommes des fois, on fait évoluer la société, parce que c'est vous qui changez la société tous les jours et qui faites évoluer les choses. Donc est-ce que c'est une pression visible ou invisible? Est-ce que ça me rend heureuse de faire ça? Voilà. Puis oser aussi être dans sa sensibilité, sa vulnérabilité de femme, parce que peut-être être plus sensible, ou du moins avoir été éduqué en ayant le droit d'être plus sensible qu'un homme, peut-être qu'en fait c'est notre force aujourd'hui, cette sensibilité, peut-être cette vulnérabilité c'est une force, et peut-être qu'au lieu de la cacher, en fait la puissance se trouve à ce niveau-là, à ce niveau qui est censuré, parce qu'on n'est pas censé chialer, on n'est pas censé péter un câble, on n'est pas censé ceci, cela, et peut-être que si, en fait, peut-être que toute notre beauté, notre force, peut-être qu'elle est cachée et qu'on essaye de la censurer, et puis bon, faisons sortir tout par tous les moyens, tous les trous, voilà quoi. Merci. Alors, avant de te libérer, Lio, parce que tu pars bientôt pour de nouvelles horizons, tu as un agenda très chargé, j'aimerais essayer quelque chose pour l'interview basique qui se terminerait par le fait que chaque invité puisse se poser une question. Alors, je ne sais pas si ce jeu
peut vous plaire. Est-ce que vous avez une question chacune? Je tétanise que je suis extrêmement timide, contrairement aux apparences, et très facilement Contrairement aux intimidée. apparences. Oui, l'audace des grandes timides, hein, ça, je pense que tout le monde connaît ça. Moi, j'ai une question. Vas-y, alors commence. Quand tu dis que tu sens que ton constat, c'est que les hommes n'aiment pas les femmes ou ne t'ont pas aimé, ce constat-là, à quel moment tu t'es dit c'est ça le constat? En fait, en fait, ça tombe comme une vérité. Voilà. À quel moment ça tombe comme une vérité et c'est plus quelque chose de c'est pas genre j'ai pas eu de chance en fait. Tu vois, c'est pas j'ai pas eu de chance, c'est ça la situation. En lisant, en parlant, en allant voir beaucoup de femmes et en me disant non, c'est un jeu et en fait tout le monde connaît les règles du jeu. C'est un jeu entre nous et on croit qu'on joue et que tout le monde respecte les règles et que tout d'un coup celui qui respecte pas, c'est une exception. Et surtout, on commence tout de suite à se poser la question j'ai dû faire quelque chose de pas bien. Parce qu'on est deux, justement, et qu'on pense que la relation, elle est comme ça. Et je parlais beaucoup avec une femme que j'adore et qui est morte aujourd'hui, et qui est une grande philosophe, pas reconnue ici, très peu reconnue, parce qu'elle a une redoutable adversaire qui s'appelle Elisabeth Badinter, qui est le féminisme que je n'aime pas du tout. Et cette femme que j'aime profondément s'appelle Antoinette Fouque. Et Antoinette Fouque, c'est une femme qui aimait les autres femmes, qui était bi, mais qui a eu un enfant. Antoinette ne pensait pas qu'il fallait choisir entre être une grande intellectuelle, quelqu'un qui pensait, et être mère. Elle ne pensait pas ça, comme Annie Ernaux ne pense pas ça, comme Marie Dariussec ne pense pas ça. Moi, je fais partie des non-beauvoiriennes. Alors c'est marrant ici, mais je viens ici parce qu'en voiture, Simone aussi. Hein. Disons que Simone n'est pas ma grande inspiratrice. Elle est la grande inspiratrice d'Elisabeth Badinter, qui est vraiment tellement contre le père qu'elle n'est pas encore sortie de sa braguette. Et ça me dérange beaucoup. Et elle n'aime pas les femmes. Et Antoinette, oui. Et je conseille vraiment. Donc c'est elle qui a écrit Le deuxième sexe. Et il y a deux sexes, pardon, et pas le deuxième sexe. Justement, il y a deux sexes, pareils, égaux, qui doivent pouvoir vivre ensemble. Et elle a pensé, elle a émis des hypothèses. Elle a toujours aimé les femmes. Elle n'est pas pour le mouvement de libération de la femme qui n'existe que dans la tête des hommes, parce que moi je connais des femmes plurielles, différentes. Elle, c'était le mouvement minuscule de libération minuscule des femmes, toutes les femmes, ensemble, en mouvement. Elle a écrit des livres magnifiques. Le premier livre sur les violences conjugales, en 1976, Ne crie pas si fort, les voisins vont t'entendre. C'est une femme qui a été à la pointe de tous les combats et elle disait, ils ne nous aiment pas, Lio, vous ne voulez pas comprendre. C'est bien, vous jouez, amusez-vous beaucoup, mais ils ne nous aiment pas parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent et qu'ils n'ont pas et qu'ils ne reconnaissent pas. C'est leur envie d'utérus. C'est notre création. Et tant qu'ils ne reconnaîtront pas notre puissance et notre compétence, ils nous le feront payer. Et pour nous être nous rendre grâce de donner la vie, de la porter et tout ça, il faut qu'ils nous reconnaissent. Reconnaissons. Sinon, voilà, on ne nous reconnaît pas dans notre puissance. Et tout d'un coup, ça m'est tombé dessus comme la misère sur le monde. Après plusieurs essais, j'ai dit nom de Dieu. Et ne nous aime pas. J'ai encore fort à faire. Et j'ai des garçons à élever. Merci et beaucoup. Je ne me rase plus aussi. Ça, c'est quand même une très bonne chose. Merveilleux confort. Bravo Léo, merci. Je viens de regarder l'heure, il faut que tu files. Il faut que je Il file. est 20h30. Allez, Alors le avec débat moi, n'est pas alors, fini, j'y mais vais. on pouvait applaudir Léo qui va nous Merci. quitter. J'ai adoré être là avec vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, du coup, donc je disais, le débat n'est pas fini, puisqu'il y a encore une petite surprise.
Et qu'on terminera... qu'on termine chaque petit Merci Simone Club par un billet d'humour. Alors aujourd'hui, on va accueillir Julie Bergeton pour le billet d'humour, pour le premier billet d'humour du Merci Simone Club. Vous pouvez applaudir donc Julie Bergeton. Alors, c'est hyper intéressant, hyper émouvant. Donc c'est un peu dur d'arriver de faire des vannes, quelque part. Alors, à qui appartient le sexe des femmes ? Alors déjà, le mot appartenir semble un petit peu étrange, dans le sens où le sexe des femmes n'est la propriété de personne, si ce n'est de la femme qui en est porteuse, mais dans ce cas, elle est propriétaire de son propre sexe et non de celui des autres. À moins qu'on puisse acheter le sexe des femmes comme on achète un appartement. Allô, oui, bonjour. Alors, suite à l'annonce seloger.com, j'ai repéré une Tosha qui m'a l'air pas mal. Bonne superficie, moulure au plafond, je vois que le col de l'utérus est en bon état. Ah, il y a des travaux à prévoir en extérieur. Mince. Oui, bon, l'épilation, moi, je m'en fous. Bon, après, si ça a été voté par la copro, ok, d'accord. Sinon, l'emplacement, ça va. C'est pas trop excentré, je veux dire, elle est pas située au niveau des genoux ou en plein visage. Non, vous me rassurez, près du périnée, proche commodité. Très bien. Question importante. Y a-t-il un clitoris ? Ah, il est d'époque! Ah bah parfait, non, parce que sans ça, j'achète pas. Hein. Non, moi, je veux bien faire des concessions sur la vue, la luminosité, la taille des lèvres, mais le clitoris, non. Tuyauterie refaite à neuf, pas de problème d'humidité, écoutez très bien, c'est dans mon budget, je veux visiter. L'enfer. Remarquez, aujourd'hui, on achète bien des organes, mais hormis le rein, une fois seulement que la personne est décédée, sauf en Inde. Ah, la cité de la joie, Patrick Swayze, le trafic d'organes d'enfants. Oui, ce film m'a traumatisé. Mais même morte, le sexe d'une femme lui appartient encore. Sinon, Béatrix de Kill Bill n'aurait pas de raison de flinguer les 2 connards qui la violent pendant son coma. Oui, j'aime les films joyeux également. Après, dans le monde, certaines femmes louent leur utérus. Et sur le boulevard des Maréchaux, d'autres louent leur boule et leur bouche. Est-ce une boucherie ou un libre choix ? Sommes-nous vraiment libres de nos propres choix ? Vaste sujet. En tout cas, si l'on pose cette question à qui appartient le sexe des femmes, c'est parce que nous vivons encore dans une société patriarcale où les hommes décident toujours du sort du sexe féminin. Et je sens que ça va nous déprimer. On est quand même vendredi soir, les gars. Alors, plutôt que de conclure sur le sexe des femmes, on pourrait se questionner sur le cœur des hommes, qui, tout comme le sexe des femmes, a lui aussi bien besoin d'être libéré. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est non sans émotion que nous vous annonçons que l'un des plus grands mystères de l'humanité vient d'être résolu. Après avoir découvert que la Terre était ronde, inventé la pénicilline et marché sur la Lune, nous pouvons désormais affirmer que oui, les hommes peuvent pleurer. Des scientifiques ont découvert qu'ils étaient eux aussi dotés de canaux lacrymaux au niveau des yeux et d'un organe capable de ressentir des émotions, des sentiments. Quel bouleversement après avoir découvert que la femme avait elle aussi un cerveau et que Ève n'était pas née de la côte d'Adam mais à côté d'Adam. Nous pouvons désormais affirmer que les hommes ont aussi un cœur. À partir d'aujourd'hui, un homme, un vrai, ne se définira plus par sa domination physique ou financière sur une femme, un homme, un peuple ou une planète, mais par la valeur de son cœur. Au Parlement, le texte de la libération de l'homme est en cours, des sujets précis tels que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mon fils peut faire des claquettes et c'est pas la taille qui compte sont à l'ordre du jour. Les hommes seront désormais autorisés à avoir une panne érectile ou à gagner moins que leurs femmes sans pour autant vouloir se suicider. Si cette nouvelle semble réjouir la majorité des humains, elle provoque de vives réactions chez les hommes dits dominants. Donald Trump, indigné, déclare « bande de tapettes, c'est moi qui décide, motherfucker ». Soutenu par Bolsonaro, Poutine et Erdogan, qui prônent un retour immédiat aux valeurs des, je cite, « vrais bonhommes », tels que la misogynie, l'homophobie et le racisme, qui ont jusqu'à présent fait leurs preuves dans la conquête du monde. Les masculinistes ont quant à eux défilé nus dans la rue pour protester, des messages écrits sur leur parti, messages malheureusement trop petits pour être déchiffrés. Comme à son habitude, Daesh a fait parvenir une vidéo, mais cette fois-ci pour ne pas revendiquer cette petite bombe. L'État islamique a du mal à avaler la pilule du lendemain. Mais bon nombre d'entre eux ont fondu en larmes, larmes qu'ils retenaient depuis bien trop longtemps. Le Mollah Omar déclare « Choukran, ça fait du bien ». Kim Jong-un a lui aussi craqué
En nous avons, je cite, qu'il adore regarder les mignons de Pixar, même si rien ne vaut un bon vieux Bambi. Ça, c'est vraiment sa came. Nous entrons donc dans une ère nouvelle, pas celle de la disparition de l'homme, ni de la domination de la femme, mais de la fin de la tyrannie d'un archétype mâle dominant, insensible et destructeur. Avis à la population que ceux qui aiment les muscles et l'oseille se rassurent, ils auront bien sûr le droit de citer, mais comme des citoyens lambda, et non plus comme un modèle unique à imiter ou à convoiter. Mesdames, messieurs, vous pouvez éteindre votre téléviseur, baisser vos armes, vos armures ou vos braguettes si besoin pour faire la fête, car c'est un jour historique. Un petit pas pour l'homme, un soulagement pour l'humanité. Merci beaucoup, Julie. Bravo. Bravo, Julie. Merci beaucoup. Super. Je suis très contente de t'avoir parce que je suis allée voir ton spectacle. C'est comme ça que d'ailleurs on va tous y aller. s'est rencontrés. On va tous y aller. C'est comme ça pendant une heure. Voilà. Donc voilà, il faut y aller. Donc d'ailleurs tu passes, je me suis trompée. Donc c'est quand que tu passes tous les lundis, mardis, mercredis. C'est ça, au studio des Champs-Élysées. Écoute, en tout cas, je te souhaite de faire plein de dates et on vous encourage à aller la voir parce que moi je me suis en tout cas bien marrée et j'ai amené mon mec et il a bien kiffé aussi. Donc on arrive à la fin de ce premier Merci Simone Club. Je vous remercie. Je vous rappelle du coup que le débat va être mis en ligne, donc après on pourra continuer à le regarder. Je relance encore ceux qui pourraient nous trouver des annonceurs ou des sponsors pour qu'on puisse continuer ce club. Donc le débat est fini, mais la soirée continue puisqu'il y a une dizaine de stands avec plein de projets féministes tout autour de vous. Que je vous allez voir ce qui se passe. Il y a un club de foufounes par là. Là-bas les foufounes, ouais. Il y a plein de projets différents, les Féministes of Paris qui font du street art, etc. Et il y a des bières gratuites, vous pouvez aller vous servir. Merci.